Elvis. Bonjour à tous. Je suis Elvis Mondo et donc le Lab m'a demandé de m'entretenir avec vous sur cette thématique qui est une question en fait. Quelles approches stratégiques entrepreneuriales pour la reconstruction de la RCA. Quand ils me l'ont demandé, je me suis dit mais véritablement qu'est-ce qu'ils entendent par là? On parle de stratégie. Il y a en fait des équations qu'il faut poser avant de commencer à parler de stratégie en réalité. Mais on va parler d'entreprise. Alors, j'ai essayé d'imaginer entre une entreprise, la question a été posée, c'est quoi l'entrepreneuriat? Une réponse a été donnée, c'est l'art d'entreprendre, c'est l'art de créer une entreprise. Et une entreprise, c'est quoi? Et le lien généralement avec la RCA. En fait, j'ai choisi ce dessin parce que pour moi c'est un dessin qui peut symboliser véritablement le lien qu'on peut trouver entre la République centrafricaine et l'entreprise. Et donc en fait l'entrepreneuriat pour être en lien. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est symbolique ici. On part d'une situation pour aller vers une autre. C'est en fait le saut dans l'inconnu. C'est véritablement cela. La République centrafricaine aujourd'hui, vous avez tous des photos, je n'ai pas besoin, vous avez tous les WhatsApp et compagnie, vous avez en fait la photo de la République centrafricaine à aujourd'hui. Mais ce que vous n'avez pas, c'est la République centrafricaine à demain. Et l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est qu'est-ce que je vais faire demain. C'est une somme de probabilités, comme on dit, c'est-à-dire un manque d'incertitude. Donc c'est ça en fait, c'est le lien que j'ai pu trouver entre l'entreprise et la RCA, c'est-à-dire un demain avec beaucoup d'incertitudes, un demain sans véritable capacité aujourd'hui à faire ma stratégie parce que je ne sais pas sur quelle base je vais faire mes hypothèses de probabilité pour dire demain pour gagner 300 000 en Centrafrique, voilà juste ce qu'il me faut additionner. Demain pour avoir un pays avec 50 entreprises, voilà ce qu'il faut additionner. Vous avez évoqué beaucoup de sujets à travers les questions. Vous avez parlé notamment de l'informel avec un billet, ça a été défendu, qui est celui de l'État aujourd'hui, c'est-à-dire que oui, il faut absolument lutter contre cela. Mais ça m'a un peu fait mal parce que moi, j'ai grandi là-dedans. Mon père a été élevé par quelqu'un qui était dans l'informel. Sa mère, elle vendait au kilomètre 5 et c'est ce qui fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc en fait, et ça a été dit, l'informel, non, ce n'est pas un problème pour l'économie. L'informel, c'est un problème pour celui qui en fait un problème. L'informel, c'est tout simplement une entreprise. Et c'est quoi l'entreprise? C'est tout simplement un lieu où mon idée me permet de transformer en valeur, en nouvelle valeur. J'ai une idée, et en Centrafrique, vous l'aviez dit, on a beaucoup d'idées. Mais c'est tout simplement un lieu où mon idée, je transforme en argent. Alors, la notion de l'argent ici, ce n'est pas nécessairement une question financière, non. Ça peut être une question économique, ça peut être une question humanitaire. Derrière, c'est j'ai une idée, comment je transforme en bien économique, comment je transforme cela en fait, on dit en création de valeur. Comment je transforme mon idée en création de valeur. C'est cela une entreprise, c'est ce lieu-là. Et ce lieu, alors, quelqu'un l'a dit, il a bien fait part de son expérience. Ce lieu-là, il peut être virtuel aussi. Et il peut se symboliser par un local. Beaucoup d'entreprises en Centrafrique se retrouvent dans une mallette ou dans une poche. Ça crée des emplois. Ça crée tout simplement de la richesse et ça permet de nourrir des choses, des personnes. Donc l'entreprise, ce n'est pas nécessairement ce que l'on voit, un bâtiment et compagnie. Non, c'est la capacité de transformer une idée et la transformer en bien économique. Derrière, pour cela, il faut bien sûr prendre conscience de certaines choses. D'abord, pourquoi est-ce que j'ai une idée comme ça, pourquoi je vais le faire? Parce que j'ai une envie, j'ai peut-être envie de me prendre en charge, j'ai une envie de prendre en charge ma descendance, j'ai une envie de contribuer à créer quelque chose dans mon pays, mais c'est ce qui va servir de motivation à celui qu'on appelle un entrepreneur.
Et on fera la distinction justement parce que les problématiques que vous avez soulevées, enfin les problèmes que vous avez soulevés, ce n'est pas tant en termes de problématiques, mais les problèmes que vous avez soulevés de corruption, etc., font partie d'un écosystème. Ça fait partie de la RCA. C'est quelque part, alors je ne suis pas biologiste, je ne suis pas scientifique, mais on va dire ça fait partie de l'ADN de la RCA. Ça fait partie quelque part d'un ADN qui est devenu une batterie et qu'on nourrit. Tous, il le dit, il cherche à sortir de là parce que peut-être qu'à force, il devient contributeur, acteur, et bon, peut-être qu'il s'est rendu compte que son carnet de vaccination est plein, vaut mieux qu'il sorte de là, qu'il aille ailleurs. Effectivement, parce qu'en fait, il y a ces choses-là, et le centrafricain, il y contribue au fur et à mesure. L'entreprise, c'est une somme de possibilités, d'idées, et aussi de crises. Tiens, ça c'est aussi un lien avec les RCA. Et à chaque fois, on va le voir tout à l'heure, quand il y a une crise, il faut savoir s'en sortir. Il faut changer des choses. Sinon, cela se transforme en cercle vicieux et non plus vertueux. Alors, une entreprise, c'est quoi? Je dis, il y a une somme d'incertitudes derrière. J'ai préféré me focaliser sur ce qu'on appelle les risques potentiels d'une entreprise. Alors, PME, quel que soit, formel, informel, ça après moi je ne suis pas là, je ne suis pas aux finances, je ne suis pas en charge du pays pour savoir comment résoudre mes équations pour avoir de quoi payer mes vacances en famille ou alors à payer la dernière Mercedes. C'est pas mon problème ça. Mais la réalité c'est quoi? C'est que en entreprise il y a un nombre incalculable de risques. J'ai essayé de les schématiser en catégories ici, et ces risques-là, on les retrouve à l'identique, à quelques degrés, à quelques proportions près, dans un pays. Tout à l'heure, vous aviez bien dit l'image du pays. Vous voyez, il y a ces notions-là ici, il y a tout simplement les risques en termes environnementaux, on a parlé de la sécurité. L'image du pays, c'est quoi? C'est les risques de management politique qui sont là, oui. Il y a tous ces éléments-là. Et derrière chaque risque, il faut aller identifier des solutions pour se couvrir. Ces solutions-là se retrouvent dans beaucoup d'éléments qui ont été évoqués tout à l'heure par Crépin. Ça peut être par un cadre législatif. C'est ça aussi qui peut sécuriser et limiter l'incidence, en fait, l'impact d'un risque ici. Parce que qui dit risque, qui veut dire, en fait, ça peut arriver, ou ça peut ne pas arriver. Si ça arrive, mon objectif, c'est de m'en prémunir au maximum, au mieux. Donc en fait, je me protège, je prends des dispositions pour limiter les dégâts de ce risque-là sur moi. C'est exactement ce que l'entrepreneur doit avoir en tête, et c'est ce que, parce qu'on me demande de parler de stratégie, c'est ce qu'on doit avoir en tête en tant que pays aussi. Les risques, c'est inhérent à quelle que soit votre situation. Que vous décidez de vous lever pour sortir de chez vous ou pas, vous prenez un risque. Celui qui décide de rester à la maison parce qu'il pleut dehors, à un moment, le toit peut s'écrouler. Donc le risque est là, il est inhérent à la vie. Ça fait partie. Le cycle de vie, quel que soit ce que vous mettez derrière, il y a nécessairement une incertitude sur le demain. Mon père me disait, alors mon père c'est celui qui a donc été formé par quelqu'un qui était dans l'informel. Il me disait, il y a trois temps qui structurent le français. Il y a le passé, et il se raconte. Il se raconte. Il se raconte avec des fois de l'émotion, on peut pleurer, on peut en rire, etc. Mais ça y est, il est passé. On ne peut que le raconter. Et il y a le présent. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes avec Bangui, et on le vit, le présent. Et il y a l'autre, le futur. Il se construit. Et il se construit avec toutes les incertitudes que cela veut dire. Et c'est ça les risques. Et pour y aller, c'est-à-dire que quand j'ai la motivation d'aller, je quitte le point ici pour atteindre monsieur là-bas, je prends le risque de tomber ici. Je prends le risque que monsieur me fasse un croche-patte et que je tombe. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être regarder pour éviter qu'il me le fasse. Voilà, ce sont des risques qui sont là sur le parcours et c'est ce qui se retrouve dans les deux cas, entre entreprise et pays. Ces risques-là, ça se retrouve partout. Donc en fait, pour répondre justement à la question tout à l'heure, il existe un moyen, et le banquier d'affaires, il est très piégeux en fait.
j'ai fait un peu ce métier-là. Il y a quelque chose à payer, ça s'appelle une assurance derrière. Notamment, il veut vous envoyer, en fait, il veut faire supporter le coût de l'assurance COFAS, puisque c'est une des assurances qu'il y a. Aujourd'hui, le prix est très élevé pour la RCA, ils l'ont sorti, en fait. Mais ça reste disponible, mais le coût est très élevé, si bien qu'ils ne l'affichent pas sur leur site. Donc voilà, il existe des solutions. C'est pour vous dire qu'en fait, là où vous voulez aller demain, il suffit de prendre des mesures pour limiter l'impact d'un risque sur vous. Alors, c'est important de voir ces choses-là, d'avoir ça en tête, parce que une entreprise, je l'ai dit, c'est un cycle de vie. Au début, on se lance, on a plein d'enthousiasme. On est, ouf, c'est super, j'ai créé ma start-up, j'y vais, c'est génial, je suis le roi du monde. Mais j'oublie que juste après, il y a des périodes d'incertitude, il y a des crises qui vont se passer. J'ai quelqu'un qui ne paye pas, qui n'a pas les mêmes charges que moi, qui n'est pas formel, et qui fait la même chose que moi, et qui peut casser son prix en 3. Alors que moi, j'ai des coûts structurels qui sont là, qui me bloquent. Ça fait partie de l'écosystème, c'est l'environnement. Ça se trouve partout. Moi, je vis dans un pays où, semble-t-il, il n'y a pas d'informel. Et ça a été dit. Pourtant, une bonne partie de mon activité, j'essaie de ne pas déclarer. C'est dans l'informel. Et quand bien même je déclare, j'essaie de charge pour payer moins d'impôts. C'est de la ruse, c'est de l'informel. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Parce que tant que je n'ai pas vu derrière un intérêt à payer un impôt, je ne ferai pas l'effort pour payer l'impôt. Non mais vous avez bon dos avec vos histoires de patriotisme et compagnie. Mais attendez, à la fin du mois, j'ai mes factures. C'est bien beau, j'adore mon pays. Mais si je suis là à payer des impôts et qu'à chaque fois que je prends ma voiture pour sortir, il faut que je pense à changer à nouveau telle chose, il n'y a pas de route, etc. Mais à un moment, j'arrête. Et je vois des cortèges passer avec des voitures flambant neuves. Mais c'est avec mon argent. Vous êtes sympathique. Mais payer les impôts, à un moment, il faut que je vois un retour sur ça. Donc, tout ça, moi je veux bien, mais comme on n'est pas dans une église, je vais arrêter de porter la bonne parole. Je vais vous dire des choses de manière pragmatique. Les impôts, on les paye quand on y voit un intérêt. Sinon, on les évite, tout simplement. Donc, tant que je peux, je vais demander à obtenir cette réduction de 100%. Je comprends, vous avez été à l'école, c'est très bien, il faut reporter. Ça va être coupé en montage. Voilà. Vous m'aviez promis qu'il n'y aurait pas de censure. Donc voilà ce que c'est. Moi j'ai une entreprise en Centrafrique depuis 2006. Aujourd'hui elle emploie 103 personnes. Nous avons connu des périodes où nous avions 160, 170 et voilà, avec tout ce qui se passe, on a réduit notre périmètre, on s'est concentré. La réalité c'est que cette entreprise-là, elle continue de vivre, seulement nous avons limité sa capacité de développement parce que les conditions ne sont pas réunies, les risques ici pour le développement sont plus élevés. D'autant plus qu'il manque un élément pour le développement de cette entreprise-là, celui qui l'a créé ne vit pas en Centrafrique et il va le moins souvent possible. Donc du coup, je pilote à distance pour des raisons simples. J'ai un fils qui n'a rien demandé et qui est là, qui est sous ma responsabilité. Je ne veux pas aller m'exposer à une balle pour qu'il se retrouve à non pas pleurer son père, mais à remarquer que il n'y a plus rien à la fin du mois. Donc ces choses-là font que on s'adapte en réalité. En fait, cette anecdote, juste pour vous dire une chose, une entreprise comme un pays doit s'adapter à chaque fois. Parce que les risques, quel que soit là où vous vous trouvez sur votre cycle de vie, les risques sont là. Donc à chaque fois qu'il y a des risques, vous pouvez soit mourir, soit rebondir. Crépin l'a dit tout à l'heure, on doit innover. Et c'est la particularité en fait d'une crise quand on la vit. Une crise, en Centrafrique par exemple, il y a eu une crise qui a commencé il y a quelques années. Et la particularité d'une crise quand on est en entreprise, et toute ressemblance à la vraie vie, si vous liez à la Centrafrique, pourrait être fortuite, mais pourrait être fort réelle. La crise, quand je la vis, soit je m'en sors en changeant ma manière de faire, je dois agir différemment, c'est-à-dire j'innove. Innover, ce n'est pas créer un truc
qui n'a jamais existé. Hein. C'est juste faire différemment de ce que je fais habituellement. C'est ça, innover. Donc, si je n'innove pas, en fait, alors j'ai vu, il y a Brice qui est là, il y a des gens qui sont très brillants à l'école. Il y a en physique, les mouvements. Vous avez tous appris ça hein, à l'école. Hein. Vous avez une masse au départ, vous lâchez. Au fur et à mesure, cette masse-là prend du poids. Ça devient plus lourd. Ben, c'est la même chose en fait avec les crises. Si vous n'innovez pas, la crise, elle s'épaissit. Et en fait, au lieu de prendre au lieu d'être ensuite arithmétique, elle devient géométrique et ça l'exponentielle en réalité. Donc, il est évident que quand une crise touche votre entreprise ou touche votre pays et que vous reproduisez les mêmes choses, il est évident que les conséquences seront plus graves. Donc, nous sommes à reproduire les mêmes faits, on a les mêmes conséquences, dit-on, mais en fait, les conséquences encore plus... Voilà. Voilà, donc c'est juste pour faire le lien et c'est pour vous dire qu'à chaque fois que vous avez la crise, ce qui est normal, il faut modifier quelque chose pour repartir. Et vous allez voir le lien tout à l'heure avec les différents éléments que vous avez évoqués tous, les problèmes que vous avez si bien cités. Et je pense, c'est pour ça que j'ai demandé que Crépin soit encore là, parce que son parcours est très instructif et très intéressant, parce que nécessairement, il vit ça au quotidien. Il vit ça au quotidien. À travers ces différentes structures, il vit ça. Il nous a cité une structure qui est encore au démarrage ici, et parce que les risques, le cadre réglementaire ne s'y est pas, etc., il va chercher des solutions ailleurs, parce que c'est plus fort. Sa volonté de créer est plus forte. Parce que l'idée qu'il a derrière, il l'a dit, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour des raisons économiques, quelles qu'elles soient, ça peut être social, et tout, il pense à une chose, la déforestation. À utiliser le bois, etc. C'est sa volonté, c'est ce qui le motive. Je ne partage pas nécessairement cette volonté-là, mais si on doit discuter de la volonté, on est foutu, il n'y aura pas d'entreprise. Mais c'est sa volonté, c'est sa motivation. Donc derrière, on doit voir véritablement comment y arriver, et c'est là qu'on parle maintenant, en fait, de stratégie. Mais avant de parler de stratégie, quelque chose qui avait été évoqué, il faut faire la distinction, pour répondre aussi à la question qui a été posée par mon jeune petit frère, c'est qu'il faut distinguer entrepreneur et affairiste. Je m'explique. Il y a de nombreuses personnes, Cyrus l'a dit, qui estiment que pour monter une entreprise en Centrafrique, pour faire du business, je connais des hommes d'affaires, ils veulent investir là-bas. Allons-y, allons voir le président de la République. Le mec, il sait résoudre une équation, mais en cours. Je l'ai eu comme prof. Hein. Oui, il sait très bien résoudre des équations. En cours. Il faut que j'aille voir le ministre tel. Mais où est-ce que vous avez vu des ministres, même en charge de l'entrepreneuriat, monter une entreprise? Enfin, c'est... Aujourd'hui, ce matin, il y a un type qui s'appelle... comment il s'appelle le Premier ministre français? Édouard. Oui, merci. Édouard Philippe, il est parti pour la Chine. Dans l'avion, il y a beaucoup de place dans un avion. Il faut prendre le Premier ministre. Il avait 7 conseillers. 7 conseillers, dont 2 qui travaillent en même temps avec des ministères. Et il y avait 4 membres du gouvernement. Il y avait les médias, une vingtaine de personnes, et il y avait une cinquantaine d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. 70% de ces entreprises-là sont des entreprises de start-up, des start-up. Donc, en fait, start-up dans le sens non pas de démarrage, mais de dynamique, de croissance accélérée. Pourquoi? Parce qu'il va en Chine pour vendre ça. Ce n'est pas l'appareil de l'État qui vend. L'appareil de l'État accompagne à vendre des compétences entrepreneuriales, des entreprises. Autrement, il ne s'y ira pas. Mais, donc, tout lien, toute ressemblance à la vraie vie comparée avec les délégations qui viennent pour aller négocier l'avenir de la RCA à Bruxelles. Combien d'entrepreneurs, etc. Donc voilà ce que je veux dire par là. Si on reste dans l'affairisme, bah oui, on fera de l'affairisme et on ne fera que répéter et les crises ne vont que s'épaissir et vont faire, en réalité, vous dites, en Centrafrique, c'est pas, regardez les vols qui vont en Centrafrique. Mais ils sont pleins.
Ah, vous y avez été dernièrement? Alors, il y en a combien qui ont la sensibilité centrafricaine de ceux qui remplissent les vols? Mais parce que tout simplement la Centrafrique est formidable en ce moment. Il n'y a pas d'État, dit-on, mais il y a énormément d'argent. Bon, ça on le savait depuis, puisque c'est le pays où coule le lait et le miel. Donc on le savait depuis longtemps. Mais il y a, dans une crise, il y a ce qu'on appelle l'économie de guerre. Et tout simplement, l'économie de guerre, c'est la plus rentable. Là où il y a des crises, la marge est élevée, parce qu'il y a beaucoup de peureux. Et quand les peureux sont en premier, les natifs du pays, c'est génial. Donc voilà la réalité. Moi, excusez-moi, mais je vous ai dit, je suis sorti de l'église, c'est pas pour être là, moi je vous parle de pragmatisme. Moi, je parle d'équations que je résous en économie, donc je ne suis pas dans les aides et compagnie. Donc voilà la réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la RCA aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent. Je connais le fils d'un ancien Premier ministre qui est aujourd'hui président d'une très grande institution qui a pu acheter en un rien de temps un grand appartement à Paris sans crédit bancaire. D'ailleurs, c'est encore auprès de la justice parce que ça pose quelques difficultés de justification. C'est pas par hasard. Pourtant, il y allait, il faisait des séjours de 4 jours à Bangui, mais très réguliers. Donc, vous voyez, c'est dans toute crise, il y a ceux qui développent une économie, tu l'as dit tout à l'heure, et qui ne vont pas accepter que les choses se résolvent. C'est ainsi. Aujourd'hui, vous avez de véritables affairistes à la tête de mouvements rebelles en Centrafrique. Mais pourquoi voudriez-vous que par juste la somme de nos prières, ils arrêtent? Parce qu'ils doivent s'enrichir, la réalité est là. Donc il y a ce pragmatisme-là qu'il faut avoir quand on veut rentrer dans une question de stratégie pour l'entreprise. Donc excusez-moi, je ne veux pas faire de la politique parce que j'ai pas trop le temps pour ça, mais je vous dis les choses parce que vous m'aviez demandé de parler de stratégie entrepreneuriale. Et pour parler de stratégie entrepreneuriale, il y a un acteur incontournable, et je le rejoins, parce que c'est cet acteur-là qui définit le cadre réglementaire, c'est l'État. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'État, il n'y aura pas de stratégie entrepreneuriale en Centrafrique. Et pour l'État, pour symboliser l'État, ce n'est pas une question d'homme, c'est une question d'institution. Donc, comment on donne du sens à nos institutions. Donc, avant toute chose, pour parler d'entreprise, il faut parler d'entrepreneurs. Tu as parlé de formation, etc. Bien entendu, pourquoi commencer en terminale? Pourquoi ne pas commencer comme certains le font en Corée du Sud, par exemple? Déjà, à la maternelle, vous savez, les jeux des Lego, ça se multiplie, c'est pas pour rien, on parle de jeux d'éveil, on oriente vers des jeux qui sont très créatifs, etc. Ce n'est pas par hasard. Donc, il y a ces choses-là à repenser. J'ai comme la sensation qu'en République centrafricaine, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas assis comme ça pour se dire quelle Centrafrique il faut dans 50 ans pour voir un peu au niveau éducatif ce qu'il faut poser comme débat. Donc, à partir de là, effectivement, la question se pose véritablement. Il y a beaucoup de formations qui se multiplient au jour le jour en Centrafrique, mais qui sont orientées, formation à la comptabilité, etc. Ça ne fait pas des entrepreneurs. Ça fait des gestionnaires, ça ne fait pas des entrepreneurs. Ce sont deux familles totalement différentes pour l'entreprise. Donc, ce qu'il faut, lorsqu'on parle de stratégie, clairement, aujourd'hui, ce qu'il nous faut poser, c'est d'abord de définir une vision pour, je dis une vision partagée, parce qu'une vision telle qu'elle est chez quelqu'un, ça ne sert à rien. Il faut qu'elle soit partagée, et je parle de RCA inclusive. On prend souvent un exemple, un pays qui s'appelle le Rwanda. Ben c'est ça en fait. Le Rwanda, la première décision, dans le premier discours du président Paul Kagame, c'était « Nous allons, au cours des 5 prochaines années, réduire la dépendance de notre budget de 60% à l'égard de tout autre pays en dehors de nos frontières. » La RCA, c'est une frontière, ce sont des frontières, pardon, et aujourd'hui, l'essentiel du budget, déjà, de souveraineté, dépend de l'extérieur. Bon, excusez-moi, mais lorsque je donne le peu d'argent que je donne comme argent de poche à mon fils, je lui dis encore ce qu'il doit faire. C'est pas souvent ce qu'il veut faire qu'il fait, c'est ce que je décide parce que c'est moi qui paye. Donc, vous pouvez être dans la compassion, mais moi, je paye des impôts en France. Je n'accepterai pas que la France donne de l'argent gratuitement à RCA si je suis conscient qu'il n'y a pas de retour. Sinon, je chercherai à détourner. Je ne sais pas ce qui est pour vous, mais franchement,
Je vous ai dit, ça fait très longtemps que j'ai laissé de côté la partie bonne foi de mon cœur. Je l'ai confié à quelqu'un, en tout cas, j'essaie d'entretenir ça pour elle. Mais autrement, il n'y a pas de compassion dans ces histoires-là. Il y a du pragmatisme, c'est du réel. Donc voilà, moi là-dessus, il faut d'abord et avant toute chose avoir une vision. Notre vision pour une RCA qui se prenne en charge, quelle est-elle véritablement? Il faut qu'on pose ce débat-là. Et après avoir défini notre vision, il y a une chose ensuite qu'on doit faire, définir des ambitions. Des ambitions. Parce que la vision, elle est là. Hein. La vision, elle date, on la donne souvent à Barthélemy Boganda, etc. Voilà, celui qui a été député de la RCA ici. Hein. Donc voilà, donc, on donne une vision à travers cela. Il y a des valeurs même derrière cette vision-là aujourd'hui. Ce sont les valeurs qui se retrouvent sur un drapeau aujourd'hui, unité, dignité, travail. Il paraîtrait que ça a été un peu galvaudé. Mais voilà, ce sont des valeurs. Après, il faut donner du sens à cela. Donc derrière, ce qui fait une stratégie, ce sont les ambitions. On a une vision qui est à très long terme. Derrière, quelles sont nos ambitions pour les 5 prochaines années? Quelles sont les ambitions pour les 25 prochaines années? C'est cela qui permet de voir étape par étape ce qu'il faudrait faire, parce qu'en fait, de quoi il s'agit? Une stratégie, c'est d'abord une notion de planification. C'est à ce moment-là que la planification aurait du sens. Mais aujourd'hui, si nous nous contentons d'aller directement voir comment nous pouvons gérer le renouvellement de nos décrets, effectivement, ça ne va pas marcher parce que c'est du très court terme et ça n'a pas de lien avec quelque chose à plus long terme. Si nous restons dans un cadre qui ne nous concerne que nous-mêmes, nous ne dépassons pas nos personnes pour penser plutôt nation, plutôt au-delà, effectivement, il n'y aura pas de cadre réglementaire, il n'y aura pas de mesures prises pour lutter contre la corruption, il n'y aura pas de mesures prises pour former des entrepreneurs et le poids de l'informel. L'informel va continuer parce que de toutes les manières, l'informel aujourd'hui, c'est ce qui crée environ 65% de la richesse nationale. La différence, c'est que tout n'est pas comptabilisé dans le PIB. C'est pas grave. Ça, c'est pour obtenir des prêts du FMI, c'est pas grave. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de la richesse nationale en Centrafrique, environ 65%, d'après les chiffres combinés du FMI, de la BEAC et de la Banque mondiale, c'est à peu près 65%. Donc aujourd'hui, l'informel est peut-être ce qui permet à certains Centrafricains de ne pas rejoindre les rangs des mouvements rebelles. C'est aussi ça la réalité. Donc pour qu'on puisse y aller, effectivement, il faut donner un cadre clair et c'est ce qui va faire une stratégie entrepreneuriale. Je ne peux pas comme ça me lever, venir vous dessiner une stratégie. Une stratégie, ce sont des axes stratégiques, c'est rien du tout. Mais il y a des préalables avant de parler de stratégie pour 3 ans, 5 ans. C'est d'abord, qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays et quel sens nous donnons en fait à l'entreprise. Vous qui avez été à l'école, madame, vous avez tous compris une chose qui fait toutes les économies. C'est l'entreprise qui nourrit la nation. Ce n'est pas l'État. Lorsque vous avez un pays dont l'État est le principal employeur, ce pays-là ne peut pas créer ce qu'on appelle croissance. Ce n'est pas possible. La croissance, ça se passe dans les entreprises, parce que c'est là où on dégage de la valeur ajoutée. Rappelez-vous ce que je disais au début, c'est là où mon idée devient une valeur, là où je crée. Or, on crée la valeur dans les entreprises. Et le PIB va sommer tout cela, puisque il semblerait que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc, sans entreprise, vous n'aurez pas de valeur ajoutée qui serait sommée et vous n'aurez pas de croissance. Sans croissance, tout espoir de développement n'est que fictif. J'en ai fini. Merci. Donc, on va regarder encore un peu plus, je pense. On va prendre des questions comme tout à l'heure. On va commencer par là.
Qui d'autre a des questions de... Ok, on va pas parler de 3 questions. Ce serait... Alors, Shadrach, c'est toujours moi. J'ai une question et il y a une chose qui m'avait perturbé lors de votre présentation. Vous avez très bien parlé. C'est au moment où vous avez dit que votre présentation, vous n'allez pas elle ne sera pas axée sur la politique, parce que vous ne faites pas la politique, c'est ce que vous avez dit. Et moi, personnellement, ça m'avait perturbé parce que c'est un terme qu'on entend très souvent, des centrafricains dans la globalité. Souvent, quand on parle de quelque chose, on discute même sur un sujet qui touche l'État, la République centrafricaine, on finit notre phrase en disant de toutes les façons, je ne fais pas de la politique. Voilà, donc on termine souvent nos phrases en disant je ne fais pas de la politique. Et moi, j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi les gens raisonnent de cette manière-là. Parce que la politique, quand on voit sa définition, c'est participer à la vie de la cité. On est en train de participer même le boucher, il fait de la politique, le médecin, il fait de la politique, vendeur de beignets, Aoussa Kakekoa, pareil, ils font de la politique. Donc, quand je vous entends parler comme ça, je cherche à comprendre pourquoi vous avez mis cet écart-là. D'accord. Donc la question, la seule que j'avais à poser, vous avez dit à un moment, il faudrait s'adapter à chaque réalité. Et donc là, si on prend le cas de la République centrafricaine, on ne va pas faire de la diversion, on sait très bien que chez nous, des problèmes, il y en a beaucoup, et ça se trouve au niveau étatique. Le frère, au départ, il avait parlé de lancement de son activité qui a été empêché clairement par l'administration. Et donc quand vous avez dit qu'il faut s'adapter à chaque réalité, si on prend le cas de la corruption, comment on peut s'adapter face à une corruption aussi élevée en Centrafrique? Donc ça, j'aimerais simplement avoir des précisions sur ce point-là, parce qu'on vous dit qu'il faut s'adapter à chaque réalité, mais s'adapter comment? J'aimerais simplement savoir comment on peut s'adapter à ces réalités-là, si on prend le cas de la Centrafrique. Donc voilà la seule question que j'avais à poser. Merci. On va prendre toutes les questions. Christopher, toujours. Merci beaucoup, c'est monsieur Christian qui a bien dit ça. Non. Si ça vous arrange, oui. Non, il y a des ordres de... Je m'adapte. Bon, On va reprendre la présentation, ce serait mieux. Elvis Mono. Elvis Mono. Ok, je vous remercie en tout cas, très très belle prestation. Merci. Juste là, je voulais, j'ai pas vraiment de questions, mais je voulais intervenir et revenir un peu sur l'allocution de Cyrus, quand il parle justement de l'État. Et vous l'avez très bien repris, monsieur Elvis, en disant que, et ça en fait c'est ce que les gens en fait n'ont pas en tête, c'est que l'État crée un cadre de référence juridique propice au développement des affaires. On le voit très bien ici. Quand on regarde par exemple en France, Amazon, une entreprise américaine qui veut s'installer à Valenciennes, dans le nord en fait du coup de la France, que fait l'État français? L'État français a empêché pendant plusieurs années que Amazon installe du coup des entrepôts qui va justement concurrencer justement des entreprises comme la FNAC ou bien justement Darty. Et justement, nos hommes, la politique est nécessaire dans la vie économique. Donc, et ça, c'est l'initiative, comment dire, de chaque patron. Chaque patron doit proposer un cadre juridique propice au développement de ses propres affaires. Donc c'est pour revenir à l'allocution de Cyrus. J'avais aussi... Il y a une autre chose aussi que je remarque, c'est que on n'a pas vraiment une connaissance de notre environnement juridique. C'est que quand M. Christian a intervenu, c'est comme si en fait du coup il n'y avait pas vraiment, comment dire, de connaissance des organes qui existent sur le sol national justement, qui aident à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Et je parle notamment de la Chambre de commerce et d'industrie. De ce que je sais, la Chambre de commerce et d'industrie accompagne du coup des initiatives justement de start-up en présentant un dossier. Si le dossier il est bancable, donc dans ce cas, on accompagne du coup ces jeunes entrepreneurs. La fiscalité.
on a une vision de la fiscalité de Alors, l'entreprise. je veux juste intervenir parce qu'on a vraiment un problème de temps. Les questions, il faut que ça soit vraiment précis. Si c'est une question de cadre juridique, d'institution, tout ça, il faut vraiment juste synthétiser en fait les questions pour éviter qu'on puisse déborder par rapport au temps. Justement, C'est juste pour ça. j'ai pas exactement de questions, en fait, Les contributions, alors les contributions, je préfère prendre les questions parce que les contributions, on peut soit le dire et après échanger avec les intervenants après. C'est juste prendre les questions, mais de manière à ce qu'on puisse respecter le délai parce qu'on doit libérer la salle, on a les contraintes de temps qui nous imposent. Voilà. Finissez votre. il y a encore Juste, je pense qu'on va rester ici. Pour 24. C'est bon, finissez. C'est une contribution alors. C'est une contribution. Ah, ok. On pourra en discuter après pour faire contribuer à tout le monde. Bonjour à tous, je me présente Stéphane Marny. J'ai une question pour M. Ellis en fait. Et elle est très terre à terre en fait. C'est comment un jeune entrepreneur peut faire pour lancer son activité d'un point de vue solvabilité. Comment un jeune entrepreneur peut faire pour être solvable en République centrafricaine, sachant qu'il n'a ni bien foncier, il n'a pas de compte en banque là-bas, et comment il peut se lancer. Merci. D'autres questions? On va prendre par groupe de 3 pour ne pas se noyer. Merci beaucoup. En fait, les deux premières interventions, je les regroupe en une. Alors, je disais, alors, vous avez bien compris, quand je dis que je ne fais pas de la politique, je parle de politique. Il y a ce que vous avez dit, effectivement, la politique, c'est la vie de la cité. Et je vis dans une cité où je vis à côté, je ne peux pas ne pas faire de politique. C'est un aveuglement que j'ai réussi à soigner. Je fais de la politique. Par contre, je ne fais pas de politique partisane. C'est la nuance que je voudrais apporter. Aujourd'hui, lorsque je m'exprime sans tenir compte de qui, etc., etc. Moi, je parle d'institution. Après, qui est à la tête de cette institution, etc., ce n'est pas mon sujet. Ça ne fait pas partie de ce qui m'empêcherait de dormir ou de me lever plus tôt. Voilà, pour préciser, et lorsque je le dis, je ne fais pas de politique, c'est en fait de la politique partisane, mais votre question me permet de le préciser. Il est impossible de se projeter sans tenir compte du cadre politique. C'est faire tout simplement, cette cécité-là, j'ai réussi à la soigner. Et donc il y a une chose, et ça rejoint en fait le deuxième intervenant, vous avez parlé en fait, des structures qui existent. Non, il y a une chose qui est là, je parlais de stratégie. Il y a énormément de structures en Centrafrique qui font toutes très bien leur travail, en tout cas dans la mesure de leurs possibilités, de leurs compétences, etc. Il y a sans doute des choses à renforcer. J'ai eu l'opportunité d'accompagner, il y a quelqu'un de l'OIF qui est là, j'ai eu l'opportunité d'accompagner à des missions par exemple de l'OIF, mais je sais qu'à la SFI, il y a beaucoup d'institutions internationales qui accompagnent à renforcer ces différentes structures. Une chose est de la présence de l'existence de ces structures-là, et une autre est de l'absence d'une politique nationale claire, reliée à qui donne du sens à une stratégie. Ça, par contre, Madame citait l'exemple du ministère de l'Artisanat, d'ailleurs, qui est en charge de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Il y a la volonté d'élaborer une politique nationale claire pour l'entrepreneuriat. Elle a été même, je veux dire, j'ai eu un draft de cette politique nationale seulement, et d'ailleurs j'ai eu l'opportunité, parce que ça m'a été donné, de faire quelques observations. Elle était faite sans une base essentielle. Quelle est la vision? C'est ça en fait. On peut saupoudrer, on peut prendre des textes de gauche à droite. Moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le ministre, et il m'a avoué certaines faiblesses dans la démarche, mais on pourra en discuter par la suite, si vous voulez. Là, il y a une chose. Aujourd'hui, tout entrepreneur en Centrafrique, j'en ai un à ma gauche, moi encore, j'ai aussi une entreprise en Centrafrique, quelqu'un peut-il me donner quelle est la vision aujourd'hui en Centrafrique
sur l'entrepreneuriat, la vision globale, sans tenir compte d'un point de passage, d'une personne qui serait à la tête d'un département, etc. Une politique nationale s'inscrit dans une vision globale et elle doit être partagée, elle doit être soutenue par ce qu'on appelle des valeurs, c'est-à-dire quand vous construisez une maison, il faut des fondations, il faut des points qui sont des points névralgiques. Ça, il n'y a pas aujourd'hui. Donc, ça a été fait, c'est quelque chose qui a été élaboré. Pour le savoir, je sais même une chose, c'est que l'OIF accompagne à vulgariser cette politique nationale de l'entrepreneuriat. Donc, il y a un travail qui est fait. Il y a de la volonté. Souvent, la difficulté de toutes ces volontés-là, c'est que ces volontés-là sont chacune de son côté. Il n'y a pas une cohésion. C'est là ce que je peux dire par rapport à une stratégie. Donc ces structures-là, bien, ne répondent pas comment on appelle ça, à un fil conducteur qui réunirait tout le monde. Vous l'avez dit ici, des problèmes, etc., qu'il y a des problèmes de corruption, etc. Concrètement, comment on fait? Pour moi, c'est essentiel. Il y a derrière la problématique qu'il faut absolument définir. La problématique, c'est quoi? Parce que les problèmes, vous pouvez les citer, tant que vous restez dans les problèmes, vous ne sortez pas. Quelle est la problématique? Nous voulons construire une RCA qui puisse se prendre en charge au moins à minima à partir de sa richesse produite, c'est-à-dire à partir de ce qui serait généré par les entreprises. D'où la nécessité effectivement d'avoir des entreprises formalisées parce qu'on a la capacité à ce moment-là de regarder un peu plus leurs activités, de voir quand ça ne va pas, de leur faire des facilités, quand ça va, de pouvoir suivre l'action de l'État. Donc quand on a ça, ce cadre-là, effectivement, on peut à ce moment-là voir ce qui est important pour maintenir. La corruption, c'est le fait d'une absence de rigueur dans la mise en œuvre des actions ou dans le respect des normes. Les lois en République centrafricaine sont excellentes. C'est leur application qui pose problème. Parce qu'il n'y a pas derrière, et ça c'est la faiblesse de beaucoup d'administrations, il n'y a pas un principe de performance, de contrôle et surtout de mesure de la performance dans l'administration. Chacun fait de son côté. À partir de là, quand vous n'avez pas, en entreprise, vous avez plus de visibilité parce qu'il y a un management et il y a le contrôle de gestion, il y a telle chose, il y a l'audit, ainsi de suite. Vous n'avez pas ça dans l'administration. Donc effectivement, l'absence de toute entité capable de contrôler, parce qu'une fois qu'on dit qu'il faut le faire, il faut contrôler l'effectivité et mesurer l'effectivité, enfin ce qui a été fait pour voir s'il y a un gap, comment corriger. Donc tant que ce cadre-là n'est pas défini, chacun fait un peu et chacun vient pour ses propres besoins à lui. Il est normal que quelqu'un qui vient comme ça pour travailler, s'il n'y a pas de cadre, qui pense d'abord à lui. Donc, si vous vous pointez ce jour-là et qu'il a plus faim que la veille, excusez-moi, c'est vous qui allez lui faire son marché. C'est ça en fait. Donc, c'est quelque chose de, je ne vais pas dire naturel, mais qui peut se justifier. D'ailleurs, beaucoup pensent que c'est la pauvreté qui fait que les gens prennent les armes. C'est pour vous dire, on peut trouver des justifications à toute chose. Mais voilà, moi, l'idée c'est quoi? C'est renforcer la capacité de l'administration sans doute à produire, parce que l'administration produit beaucoup d'hommes en formation, etc. Beaucoup de nos dirigeants étaient produits par l'administration, par le ministère de l'Éducation. Il faut voir cela. Donc, il y a ces éléments-là qu'il faut renforcer, peut-être pour être en capacité de mesurer notre production et voir si l'argent que l'on paye vaut la peine, en réalité. C'est ça. Donc, c'est juste pour vous dire, vous aviez évoqué par exemple le financement tout à l'heure. Non, le taux de bancarisation n'a pas de lien. En République centrafricaine, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une surliquidité dans nos banques. Donc il n'y a pas de problème d'argent, il y a un problème de lien entre le projet et la capacité à s'assurer que le projet permettra de rembourser ce qui a été prêté. Parce que l'argent n'appartient pas à la banque, l'argent appartient à tous ceux qui sont là, c'est-à-dire ceux qui déposent, sauf monsieur qui n'a pas de compte sur place, mais tous ceux qui déposent de l'argent, c'est leur argent que la banque prête. La banque ne touche jamais à son argent. L'argent que la banque dépose au début, le capital de la banque n'est jamais utilisé, c'est interdit par la loi.
La réglementation bancaire l'interdit. Cet argent-là est déposé auprès du régulateur et c'est utilisé seulement en cas de défaillance réglementaire pour couvrir l'exposition au risque. Mais la banque n'a pas le droit de toucher son propre argent. Donc l'argent que la banque prête, c'est l'argent des déposants, des épargnants. C'est cela en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de ces notions de garantie, etc., pour s'assurer que celui qui a déposé son argent, quand il en aura besoin et qu'il se présentera, on pourra le lui rembourser. Donc voilà, juste pour vous préciser, c'est une conséquence en fait, ce que vous dites, le problème de financement, c'est une conséquence, ce n'est pas la cause. Donc il faut réguler les choses au niveau de la cause, c'est-à-dire aujourd'hui, et ça a été, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il existe plein de mécanismes, oui, c'est vous madame, plein de mécanismes de financement. Il y a des choses aujourd'hui qui existent, qu'on trouve. En Centrafrique, par exemple, j'ai été surpris de voir que le private equity, l'investissement participatif, existe. Il y a des structures qui proposent ça. Il y a même la CFPE qui est en train de réfléchir à mettre cela en place pour accompagner des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire, le financement participatif, c'est quoi? C'est que tout simplement, vous avez une structure, vous avez besoin de financement, quelqu'un qui a de l'argent, une structure vient prendre une partie de votre capital pendant un moment, finance, mais elle participe à la vie de l'entreprise, aux décisions pour s'assurer de pouvoir sortir avec un gain. Donc, ça me permet de rebondir sur la question concernant la solvabilité. Vous avez demandé comment faire pour lancer une activité solvable. Ce qu'il faut savoir, c'est que faire un business plan, c'est simple, mais ce n'est pas ça la clé de la solvabilité. D'abord, il faut commencer à définir ce que vous entendez par la solvabilité, parce que c'est là où vous mettez votre curseur en termes de normes. À partir de tel niveau, je suis solvable. Au début de mes propos, j'ai dit l'objectif c'est d'avoir un bien économique, pas seulement à but financier. Or, si vous parlez de solvabilité, vous êtes dans une logique financière. Donc, à combien vous estimez que vous êtes solvable? Ça, il faut le définir. Et pour le définir, en fait, il y a ce qu'on appelle la notion de modèle économique. Lorsque vous travaillez sur le modèle économique, je pourrais vous donner des matrices pour vous permettre de travailler, de structurer votre modèle économique, ce n'est pas une difficulté. Le modèle économique, en fait, vous permet de vous assurer que votre idée a la capacité de transformer et d'avoir des revenus. Ça vous permet d'identifier, et c'est ce que Crépin évoquait tout à l'heure pour Socagaz, c'est-à-dire identifier tous les partenaires dont vous avez besoin pour la réussite, là où vous pouvez vendre, à qui, comment, etc. En fait, c'est ça qui est la clé du business plan. Parce que quand vous faites un business plan, vous présentez à un banquier, j'ai eu à faire ce métier à un moment, j'arrive, je vois, il y a une incohérence parce que quand je vous interroge au bout de 2-3 questions, je vois qu'en fait, votre business plan, il est très bien écrit, mais seulement ce n'est pas vous. Ça a été fait par quelqu'un d'externe, c'est très facile à voir, parce que vous n'avez pas pensé votre modèle économique. Le modèle économique, si vous vous penchez dessus, parce que si vous avez la volonté d'aller en Centrafrique pour investir, je vous encourage à le faire. Et pas me dit, il y a ce qu'il faut pour faire, c'est pas un problème. Les risques, on les connaît, c'est super, et on se protège juste par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est exactement à quel moment je dois transformer, je dois gagner de l'argent. L'idée de monsieur également pour son projet avant, ce sont ces éléments-là qu'il faut travailler. Le modèle économique. Avec le modèle économique, votre business plan prend de la cohérence. Et le banquier pourra vous suivre. Parce qu'il sait qu'à tel moment, voilà les risques qui se présentent derrière votre projet et voilà les mesures qu'on met en face. Et pour revenir sur l'histoire du financement, en Centrafrique, il est vrai que les banques ont la faiblesse de demander le titre foncier ou le titre immobilier. Je peux vous assurer qu'il est possible en Centrafrique aujourd'hui d'avoir des financements sans ces éléments-là, parce qu'en fait, les banques prennent de plus en plus conscience que le titre immobilier dans un environnement aussi peu structuré est un élément de garantie très friable, puisque il n'y a pas... Vous prenez votre maison, vous me donnez le titre immobilier. En tant que banquier aujourd'hui en Centrafrique, je refuserai. Parce que vous n'avez pas de police d'assurance contre l'incendie, par exemple. Donc si vous avez votre activité dans cette maison-là,
Le jour où vous avez un incendie, bah, tout part en vrille. Et si vous êtes conscient, vous ne penserez pas à me payer en premier. Donc moi, l'argent de celui que je vous ai prêté, je l'ai perdu. Donc vous voyez, c'est juste pour vous dire, ce sont des éléments factuels qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Et il l'a dit, Cyrus, tout à l'heure, il faut changer de paradigme. Dans les banques aussi, en termes de pratique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je vous dis, je pourrais vous mettre à disposition ce que je ferai. Allez, je suis venu sans volonté de facturer, parce que, écoutez, moi, je ne sais pas ce que c'est que l'aide. Hein. Mais je mettrai à la disposition de Lab, en fait, une matrice pour tous ceux qui ont la volonté d'entreprendre. Prenez le temps. C'est un travail rigoureux qui nécessite de se poser et de réfléchir, de prendre vraiment le temps. Remplissez cette matrice-là, vous identifiez tous les éléments structurants de votre projet. C'est ce qu'on appelle structurer son modèle économique. Après cela, vous pouvez faire un business plan sans problème et surtout, vous serez en capacité de prendre la décision si j'y vais ou je n'y vais pas. Parce que vous allez identifier tous les éléments qui sont aujourd'hui, en termes de réglementation, tout cela, c'est bloquant. Bah, il faut que je contourne. Est-ce qu'il y a la possibilité de contourner ou pas? Est-ce que, et là, l'entreprise a son rôle, effectivement, vous le disiez, on peut aller mobiliser des députés et autres là pour initier des lois. On se connaît tous en Centrafrique. On peut aller voir tel ministre, pousser. Les gens sont accessibles. On n'est pas au Cameroun encore. Un ministre en Centrafrique, si vous ne savez pas dans quel magasin, vous pouvez savoir au moins où il habite. Donc, avec un petit billet, sans lettre de compte, vous laissera son numéro. Donc, vous pouvez accéder. On n'est pas dans un environnement... Vous savez, le Centrafricain, heureusement, c'est ce qui nous préserve aujourd'hui. Le Centrafricain en lui-même, il n'a pas la culture de la violence. Donc, le ministre, il est accessible. Il n'a aucun danger vis-à-vis de nous. C'est parce qu'on est habitué à importer beaucoup de choses malveillantes qu'on est devenu comme ça. C'est tout simplement ce que je veux vous dire. Je voulais rapidement compléter ce que tu as dit, Elvis, et aussi profiter pour répondre à ce que, enfin, tout à l'heure, il demandait si j'étais affilié à une organisation JICA ou autre. Bon, moi je suis dans des petites organisations. Je suis sur deux organisations, une association des fournisseurs de l'État et une autre association des entreprises du bâtiment. Alors, je prends juste l'exemple où je vais t'expliquer où se trouve vraiment la difficulté pour nous, c'est que, par exemple, au niveau de l'État, quand un fournisseur livre les institutions ou livre un ministère ou autre, mais le temps de percevoir son argent, ça peut mettre 6 mois à 1 an. Et entre-temps, tes fournisseurs à toi, comment tu les payes? Tes charges, comment tu les gères? Voilà où il faut qu'il y ait une vision claire de l'État, non seulement de pouvoir contrôler tout ce système, parce que en étant dedans, j'ai vu vraiment des failles et j'ai vu comment l'État il perd de l'argent. Parce qu'un produit qui est vendu sur le marché, un stylo par exemple, qui est vendu sur le marché à 150 francs CFA, on le vend à l'État à 1000 francs. Et ces 1000 francs, vous savez qui en profite? C'est-à-dire sur toute la chaîne, tu vas avoir quelqu'un qui va au niveau de rien que pour avoir le bon de livraison, tu dois lui donner de l'argent. Ensuite, quand tu arrives au niveau du jour de la livraison, tu dois sortir de l'argent pour le contrôleur qui arrive. À la fin, l'État ne fait que payer de l'argent dans un circuit mafieux. Donc, il faut que l'État soit vigilant, créer un cadre pour accompagner ces entrepreneurs-là, non seulement pour éviter qu'il y ait des fuites, s'il y a des... Là, ils perdent énormément de l'argent. Et non seulement ces entrepreneurs qui livrent l'État, à la fin, ils se retrouvent dans une situation compliquée parce que quand l'argent arrive, ben, ça tombe sur des découvertes, ça tombe sur des situations où il y a tellement eu de dettes et des charges derrière
qui n'ont pas eu la capacité de pouvoir gérer. Donc, il est important que l'État puisse veiller à ce que le cadre de l'entrepreneuriat ait une vision claire. Parce que tant qu'on n'a pas ça, l'État continuera de perdre de l'argent. Et les gens viendront par moment détourner ce qu'ils ont à détourner, ils vont disparaître, sachant que ce sont ces entrepreneurs qui créent de la richesse dans le pays. Donc le manque à gagner est énorme et il faut avoir un discours clair, c'est-à-dire qu'on ne veut pas embaucher dans la fonction publique, mais on donne la possibilité à l'entrepreneuriat d'émerger, d'évoluer et puis de prendre tout le pays pour que vraiment on puisse avoir des jeunes qui se réveillent aujourd'hui, qui vont pouvoir créer une classe moyenne dans le pays, parce que c'est ça le problème. Il n'y a pas de classe moyenne, comme a dit Géraldine tout à l'heure. On a une fossée énorme entre les gens qui sont en haut et puis ceux qui sont totalement en bas de l'échelle. Donc aujourd'hui, il faut tirer les autres, les tirer, mais il faut absolument qu'il y ait de l'accompagnement sur le plan structurel, sur le plan juridique. Quand tu amènes ton affaire au niveau de la justice, il faut que ça soit tranché en toute honnêteté, que ça soit tranché sans qu'il y ait de l'influence de part et d'autre, ni de la corruption. Mais tant qu'on n'a pas tous on n'applique pas ces règles, je pense qu'on aura toujours des difficultés à pouvoir émerger sur le plan entrepreneurial. Donc voilà, c'était que je voulais rajouter rapidement. Ok. Alors, on va presser le temps parce qu'on a un intervenant qui... Ah, mais j'ai pas vu le... Donc on va prendre ceux qui n'ont pas parlé. Une dernière question, ça va être la dernière. Je vais juste rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Ok. On va prendre les deux dernières questions, ce sont les deux dernières questions, et ensuite on va passer à notre présentation. Vous autres, voilà. Et aussi, on va écouter un peu les réponses pour gagner du temps. Ok. Constant Coquendo. Donc, j'ai suivi vos interventions, les débats, les réponses des uns des autres. Une petite question que j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. Vous posez la question de comment relever la centrafélie, certainement par l'entrepreneuriat. Vous m'avez compris. Mais de quel entrepreneur vous parlez? L'individuel? Parce que il est temps que nous, Centrafricains, nous comprenions qu'il n'est plus nécessaire d'être seul ou d'être seul pour entreprendre. Il est maintenant temps que nous, Centrafricains, nous comprenions. Et ça, c'est votre rôle, à vous de le dire, n'est-ce pas? Et de l'affirmer et de confirmer dans vos débats et autres. Que maintenant, si vous voulez entreprendre, vous n'avez pas d'argent, ça ne fait rien, vous pouvez quand même entreprendre. Vous avez les idées. Vous allez avoir votre voisin qui va avoir 5 000 € sur son compte. Vous allez avoir un autre qui va avoir un bâtiment. Mettez-vous ensemble et avancez. À ce moment-là, même si tu n'as pas besoin d'aller voir une banque ou quoi que ce soit pour entreprendre. On n'a pas à ce niveau de concept. À ce moment-là, il faut, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est ce qu'il y a. C'est ce que vous, c'est les jeunes maintenant, vous se trouvent dans la solution qui n'est pas en train de développer. On va laisser les c'est maintenant ce qu'il y a dans le faire. Les métros ne marchent pas. Entre-temps, certains d'entre nous sont rentrés au pays. Dans la diaspora. Vous êtes rentrés, vous avez monté vos structures. Vous connaissez les difficultés qu'il y a à monter ces structures. Est-ce que vous vous êtes mis ensemble, vous qui êtes rentrés de la diaspora, est-ce que vous vous êtes mis ensemble là-bas pour pouvoir recevoir les prochaines diasporas qui vont rentrer pour leur dire évitez ceci, n'allez pas sur ce chemin, mais faites plutôt ceci. C'est ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est le travail que vous, vous devriez faire.
que je vous conseille. Voilà, que je vous conseille. Alors dans vos débats, La conférence par exemple aujourd'hui. très bien. Alors à ce moment-là, dans vos débats, n'est-ce pas, mettez ça en avant, que les jeunes comprennent que voilà, je ne dois plus avoir peur de rentrer parce que d'autres sont rentrés, ils sont en train de m'inciter à rentrer. Nous allons pouvoir relever la Centrafrique sans l'aide de l'État, mais par nous-mêmes. Je donnerai l'exemple, n'est-ce pas, au Sénégal. Rien que les petits Sénégalais qui travaillent ici un peu manuellement, ils se mettent ensemble, ils construisent des écoles, des lycées. Mais pourquoi pas nous? C'est possible chez nous. Et c'est possible pourquoi? Parce que nous venons de connaître une crise, n'est-ce pas, sans précédent chez nous. Une crise qui nous a divisés. Ça a divisé les musulmans par ici, les chrétiens par là, les non-chrétiens. C'est là maintenant que moi je vais dire, tiens, tu es musulman, ah ben viens avec moi, je vais créer quelque chose. C'est la réconciliation. Tu es chrétien, viens avec moi, je vais créer quelque chose avec toi. C'est la réconciliation. C'est de cette manière que nous allons relever la Centrafrique qui est tombée. Ça c'est juste une intervention et la question je vous l'ai déjà posée. Maintenant, à vous de répondre. Merci.